Bon, ben salut tout le monde, on est back cette semaine avec un de mes bons chums à moi, Sébastien Magny, que ça fait, pour vrai, ça fait vraiment longtemps j'ai envie de faire ça, puis je pense que le moment parfait est direct en ce moment pour qu'on fasse ça ensemble, parce qu'on a deux belles occasions, que t'as comme deux... Tu vas avoir plein d'affaires à nous dire par rapport à ça, puis j'aime la perspective que tu vas nous amener, principalement par rapport au combat dans la fin de semaine. Mais avant qu'on commence avec toi, je me sens comme un peu dans l'obligation de donner un petit update à tout le monde concernant Adam. Je l'ai vu hier. Physiquement, il y a pas de blessure, il y a plus rien dans la face, ça paraît même pas qu'il s'est battu. C'est sûr qu'il trouve encore ça plate, la tournure des événements, il est encore un peu au stade, tu sais que ça ne tente pas vraiment de sortir de chez eux, aller parler à du monde pis des affaires de même, mais tu sais, on était déjà en train de parler de combats pis des affaires qui allaient changer dans son camp pis qu'est-ce qu'il voulait améliorer pis tout, fait que s'il y a encore du monde qui sont en train de s'en faire pour lui à ce stade-ci, ben je peux vous annoncer que vous avez pas besoin de vous en faire pour lui. Adam va être bien good pis va passer au travail de ça. Là. On devrait attendre parler de lui dans pas long et tout. Mais pour cette semaine, c'est moi pis Seb. Pis avant, évidemment, je veux qu'on parle de hockey. Là. T'es littéralement la personne que je connais qui connaît le plus le hockey. Donc je veux qu'on parle de ça. Ah, je te le dis. Je les attends. Non, je te le dis, puis en plus, on vient tout juste... Moi, j'ai juste vu la fin, mais j'ai vu la fin d'un bon match de hockey à soir. La première game de la saison, là, je pense que ça a été une super belle game entre Team Maple Leaf puis les Canadiens de Montréal. Et puis, on va avoir la chance... On va avoir la chance d'en reparler. Je sais pas quand est-ce que tu voulais poster ça, là. Mais ouais, Toronto a battu Montréal ce soir. Je sais pas si on va être rendu quel jour quand ça va être posté. On va être rendu samedi, mais c'est pas grave ça. Je m'en fous de situer le monde dans le temps un peu. Tu sais, il y a des genres des podcasts ou des vidéos qui essaient de vraiment pas faire ça, mais pour vrai, moi je m'en balance. Le monde peut bien savoir quand on enregistre ça. Ça met du contexte dans ce qu'on dit. Le monde disait on était quel jour pis tout. Mais avant, on est, tu sais, vu que je pense quand même ça, c'est une page d'MMA pis tout. On n'a pas le choix, là, c'était en fin de semaine. C'est le plus grand combat de l'histoire de l'UFC. Puis je trouve ça hot de t'avoir, toi, pour parler de ça. Parce que t'es pas totalement un hardcore fan. Je te dirais, t'es à quelque part entre le hardcore pis le casual. C'est quelqu'un qui est capable, mettons, d'avoir sa liste de ses 10 combattants préférés pis de la garder quand même updatée. Mais pas quelqu'un qui a probablement écouté genre le UFC Boise pis le UFC c'est lequel le dernier déjà? Sao Paulo? Non, c'est ça. Donc, on a une perspective plus casual sur ce qui est le combat dans la fin de semaine, le combat que plusieurs disent comme étant le plus grand combat de l'histoire des arts martiaux mixtes. Écoute, je pense qu'ils ont raison, là. Déjà, en partant, je pense qu'aussitôt en 2018, c'était Conor McGregor dans un combat, que ce soit contre Habib ou contre n'importe quel gars dans la rue, je pense que ça va. T'sais, Logan Paul contre Conor McGregor, tu brises un record de pay-per-views. Là. Ouais. Là, il affronte Habib, qui est l'adversaire, je veux dire, qui est aux antipodes complètes de Conor McGregor. Moi, de mon point de vue, je pense que tu peux pas avoir deux personnes plus différentes que ça. Là. T'sais, je veux dire, pour Habib Nurmagomedov est extravagant, c'est se crisser une perruque blonde sur la tête. Pour Conor McGregor, ça c'est un mardi matin là. En plus c'est genre full traditionnel pis tout là par rapport à son peuple pis son héritage là, c'est vrai, Khabib il est zéro extravagant là, quand tu parles d'un gars qui essaie d'avoir zéro émotion. Je pense que c'est pour ça qu'on l'aime là. Ouais, c'est ça. Je pense que comme ils disent en anglais, he means business là. Lui il est pas là pour niaiser. S'il peut donner un show, c'est parce qu'il donne un show en te massacrant, mais si le show est pas là, il va dire fine, m'a te grinder jusqu'à temps que tu sois plus capable, puis je suis capable de te donner des coups de poing sur la gueule. Habib, c'est un peu il se bat comme un grand frère, là. Il se couche sur son petit frère, puis il le tabasse jusqu'à temps que l'autre braille, là. C'est juste ça, là. Je veux dire, tu sais, non, j'ai pas les... C'est ça qui est drôle. Tu me parles de ça, j'ai pas les connaissances techniques de tous les boys avec qui tu parles, mais je sais reconnaître qu'un gars qui wrestle mieux que n'importe qui crisse à terre a des bonnes chances quand même de te faire passer un long 25 minutes. Là. Je pense pas que ça va être un 25 minutes parce que ça, on s'en est souvent parlé. Moi, depuis avant même qu'il commence à parler de peut-être un combat Habib contre Conor, je voulais ça. C'est une affaire que les deux, on était d'accord, c'est que pour moi, c'est un combat qui est destiné à finir au premier, peut-être au deuxième, mais qui peut aller de n'importe quel des deux côtés. Là.
Je veux dire, tu sais, soit ça va finir sur un finish extraordinaire de Conor McGregor qui va juste knocker Habib, tout le monde va être comme, ok, c'était juste ça. Ou Habib va le sacrer à terre, le panner, puis on va encore dire que c'était juste ça. Là. Je pense pas que ce combat-là est destiné à être... Tu sais, ça va être le plus gros combat de tous les temps. Est-ce que ça va être le combat le plus excitant de tous les temps? Probablement un massacre, là. Ouais, c'est ça, ce qui est fou de ce combat-là, c'est que autant plus on approche, plus je me dis, aïe, man, tu sais, côté prédiction, là, c'est 50-50. Je pense que j'ai rarement vu un combat plus 50-50 que ça, mais je m'attends à 100% à ce que ça soit zéro compétitif, peu importe la manière que ça va arriver. Tu sais. Non, peu importe ce qui arrive, tu sais qu'il y en a un qui va avoir la cave. Ouais. J'ai dit souvent que Habib avait l'occasion de sortir McGregor pour toujours des MMA, puis je le crois, puis l'inverse c'est peut-être vrai, mais comme Habib est unbeaten, ce serait plus surprenant, mais je veux dire, il y en a un qui risque fortement de se faire humilier, là. Puis en plus, je pense que McGregor contre Habib, c'est un combat qui est super polarisant aussi, là. On dirait que soit il y en a qui haïssent Conor puis disent Habib va le panner puis le tuer, ou il y a l'autre moitié qui disent Habib va, avec sa petite lutte, là, il se rendra nulle part, il va se faire striker jusqu'à ce que mort s'en suive. Fait qu'on dirait qu'il y a un des deux fanbases qui attend juste que son combattant l'emporte de façon décisive, puis c'est ce qui est destiné à se produire. J'ai pas deux combattants qui aiment ça tant que ça, se mettent à niaiser puis à dire ok, on va prendre notre temps. Puis, de toute façon, si l'un qui prend son temps, je pense que ce serait à l'avantage de McGregor. Là. Lui, il a tellement de striking. Reste loin, man, reste aussi loin que t'es capable. Va le striker de distance, va chercher tes angles, puis tu sais. Mais Habib, tu sais que tôt ou tard, il va foncer en ligne droite, là. Puis soit il va se faire striker d'en face puis tomber, ou soit il va se faire striker d'en face puis pas tomber, puis c'est là que McGregor est dans le trouble, parce que son takedown defense à McGregor, moi je le trouve meilleur que peut-être certains donnent le crédit, là. Il y a des longues jambes, il y a des longues pattes, puis il est capable de rester debout, mais Nate Diaz l'a quand même amené au sol pas mal, puis ça a pas été... C'est pas Habib, là, Nate Diaz en fait de lutte, en tout cas, là, en fait Jew, il était écœurant, mais pas lui qui va wrestle comme un mongol. Ouais. Moi, là, si tu veux, je suis bien franc avec toi, plus que le combat arrive, là, plus je me dis que, tu sais, j'ai comme un feeling en dedans de moi qui me dit que ça serait c'est la chose la plus Conor McGregor du monde, genre, que de knocker Khabib au premier round, là. Ouais. C'est tellement, tu sais, les combats que t'es genre, ah ouais, tu sais, c'est comme, devrait gagner ça, pis tout, devrait pas trop avoir de stress, c'est les combats que ça finit comme Chad Mendes, mettons, qui se fait takedown un peu, mais qui finit par le knocker. Mais les combats que t'es là, hey, José Aldo, le gros, oublie ça, man. Il se prend pour qui, lui, là? Il pense qu'il va pogner José Aldo, pis c'est ces combats-là qui finissent de même pour McGregor, pis Khabib, il se promène le menton haut au début, là, pis c'est ça. S'il réussit à mettre la main sur McGregor, ça va faire très, très mal. Mais d'après moi, McGregor va être un de ceux qui va être le plus dur à mettre la main dessus. Parce qu'il bouge bien. Khabib pas une belle... tu sais, il rentre pas, il y a pas des belles entrées. Là. Souvent, c'est jamais son premier takedown qui va réussir. Il fait juste shooter un takedown en s'agrippant au premier bout de peau qu'il voit pour essayer quelque chose. Comme ça, il va être en position pour en essayer un autre après. C'est plus son chain wrestling puis le fait qu'il est super persistant qui fait que c'est un des tops, mais ça, pour vrai, c'est le combat que, tu sais, moi, c'est mon combattant préféré, Khabib, là. Ça le cachera pas, c'est mon combattant préféré. Fac, c'est sûr que je vais être excessivement stressé en début de combat parce que je suis pleinement conscient que si c'est pour se passer pour lui, ça va probablement être au premier round. Parce que même si Conor en venait à toffer le premier round, s'il toffe en étant en dessous de Khabib pendant 5 minutes à se faire ground and pound, je le sais pas, il va avoir quoi à donner au début du deuxième, tu sais. Il va être c'est ça, puis je dis pas... Même dans Diaz-McGregor 2, moi, je trouvais que Diaz, son cardio avait l'air de mieux tenir. Moi, je l'ai donné à Diaz, là, ce combat-là. Là. Ouais, moi aussi, je l'avais donné à Il l'a genre 18 au troisième round, là. Solide à part de ça, là. Tu voyais que plus les rounds avançaient, ok, les deux à la fin, c'est un 25 minutes avec pas mal d'échanges serrés. C'est sûr que les deux étaient gazés, mais tu voyais que Nate, mais c'est sûr que Nate, c'est un autre animal aussi, là. Les deux frères Diaz, tu compares pas à grand monde côté cardio, mais
McGregor, plus ça avançait, mais c'est sûr que s'il est en contrôle tout le long, au 5e round, il va encore avoir de l'énergie là, pour te sacrer des jabs, reculer, partir d'un bord, partir de l'autre. Fait que Khabib, c'est ça qui est un peu fourrant, c'est que, tu sais, on dit, faut pas, tu sais, c'est dangereux qu'il soit reckless, qu'il se fasse pincer sur le menton, mais en même temps, c'est de même qu'il faut qu'il gagne, là. Okay. Il va pas gagner en étant patient, tu sais, oui, il faut que tu sois patient, mais il va pas gagner en étant comme sur les talons, puis à dire, OK, j'attends, parce qu'il va manger du poing sur elle, puis le combat va être fini, puis il aura pas encore shooté. Ouais, mettons, j'aimerais mieux voir l'approche du combat Barboza que celle du combat contre Al Iaquinta, mettons, là. Ouais. C'est sûr que quand tu penses un peu au combat contre Al, ça fait peur, là. Qu'est-ce qui est arrivé dans ce combat-là, man? À quel point il a overlook Al Iaquinta aussi. Ouais, c'est incroyable, là. C'est incroyable. Je pense pas qu'il lui a pris ce fight-là en disant ce gars-là va me donner un bon combat, puis il l'a regretté, là. Tu peux pas prendre un malade mental comme Rick. Tu sais, le gars, il s'appelle littéralement Raging Al, là. Tu t'attends-tu vraiment à ce qu'il va arriver puis te donner des petites tapes, là? Lui, il était là pour le knocker, mais McGregor, c'est ça, Iaquinta, côté précision, ça se compare pas, là. Il est pas obligé de passer aussi fort, là. Il a juste besoin de placer son, tu sais, ça, ces petits coups comme le coup qu'il a placé à Aldo, les coups qu'il place à tout le monde finit toujours par, il a l'air de rien, McGregor, il finit toujours par te pogner à la bonne place. Pis ouais, c'est le... Il arrive en conférence la veille, il dit, je vais te faire ça, tout le monde se comme, non, il réussira pas, puis le lendemain, il le fait, puis on a beau, c'est pour ça aussi que tant de monde haïsse McGregor, c'est qu'il fait fermer à elle à tout le monde, malheureusement, parce que moi, c'est pas une personnalité que j'aime personnellement, mais, je veux dire, qu'est-ce que tu peux y enlever là-dessus, là? Il dit, je vais te battre de cette façon-ci, puis il le fait. Je veux dire, c'est ça qui est frustrant aussi quand t'es un hater de Conor McGregor, c'est que t'as juste la cave combat après combat. Ouais, McGregor, pour vrai, il y a des bouts, je le trouve abrasif, le chat, des petites facettes que j'aime pas trop, mais quand il arrive à une conférence de presse pis il faut à marre de long à large, j'ai toujours un paquet de fun pis je finis toujours la conférence de presse en me disant, crème, dans le fond, il est ça à la coche, ce gars-là, là, tu sais, veut pas, là, il est ça à la coche. Pis, que t'aimes le dude ou pas, dans la cage, man, c'est un des combattants les plus intéressants, là, top pound for pound, tu sais, ce gars-là te donnera jamais un mauvais combat, là. Khabib a plus de chances de te donner un mauvais fight contre un bon lutteur qui est capable d'un peu lutter contre lui que, tu sais, McGregor, gros, il y a quelque chose, pis je sais pas pourquoi, man, le feeling me gosse, mais j'ai le feeling que c'est excessivement juste trop Conor McGregor, là, de pas être là pendant 2 ans pis revenir pis infliger la première défaite pro à un gars qui est 26-0, qui a jamais passé proche de peut-être perdre un round en MMA, genre depuis même dans le gym pis tout. Paraît que le gars il est pas touchable, man, mais... Il renverse Cormier de ce qu'on entend tout. Ouais, non, c'est ça, mais... Il se faire coucher par McGregor en peut-être 2 minutes pis ça va être le moment le plus frustrant de nos vies, mais regarde. Ouais, pis j'ai l'impression que pour le bien collectif, là, tu sais, ben, pour pas genre trop fucker à patente, faudrait vraiment que Khabib gagne ce combat-là. Parce que McGregor, même si il se fait torcher le plancher avec lui, là, tu sais, si McGregor est la mop, là, pis il se fait passer à terre comme une mop, là, pendant que Khabib est là, pis il parle à Dana White, pis il parle à un tel, pis il parle à un autre tel, là, pis il lui dit qu'est-ce qu'il a envie de faire, pis blablabla, là. Conor va s'en remettre de ça. Tout le monde va dire, ouais, tu sais, Khabib, c'est le meilleur lutteur qu'on a vu, le meilleur grappler probablement de l'histoire du sport. Pis Conor, on a toujours su que sa faiblesse c'était ça. Donc, ouais, il s'est fait péter à gueule, mais I'm not surprised, motherfuckers, tu sais. Ouais, c'est ça, il est allé chercher un match-up qui était dur pour lui, pis il a eu whatever, pis le gars est allé boxer Floyd Mayweather, pis après il est allé contre le pire style match-up qu'il pourrait possiblement pogner, même si, tant qu'à moi, le pire style match-up pour McGregor, je pense encore que c'est Tony Ferguson, parce que c'est le gars qui peut le battre partout, tu sais. Mais ouais, ben c'est ça, c'est que... Ben... Je suis certain, j'espère que le gagnant affronte Tony, là. C'est un moment c'est... Ouais. Peu importe qui affronte Tony, on fait du foreshadowing, là. Mais je veux dire, ça, c'est un autre point aussi que le casual fan que je suis, je veux absolument qu'il arrive, c'est que le champion doit... Tu sais, pour moi, il y a des grosses chances que... On dit que demain, c'est le plus gros combat de l'histoire du MMA, mais le combat suivant, la défense suivante, je serais pas surpris que n'importe quel des deux se fasse crisser une volée par Tony, là. Ouais, c'est d'après moi pourquoi le gagnant ne collera absolument pas Tony Ferguson out, même s'il va probablement venir juste d'avoir pété à gueule à Pettis dans le co-main event. Ouais,
Ouais, c'est ça, non, ils vont Mais ils vont... quelqu'un qui n'existe pas. Genre GSP, le gros, là, c'est 100% GSP qui se fait call-out, pis si McGregor gang, c'est peut-être Woodley. Ouais. Ou Diaz. J'ai envie de faire ça pour vrai, là. Mais pour l'argent, peut-être. Ouais, gros, tout le monde, depuis qu'il a été chercher 2 belts, tout le monde veut aller 2 belts. Lui, il en veut plus de 2 belts, c'est de la merde, lui, il veut 3 belts, là. Tu comprends? C'est sûr, là, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça qu'il veut, là. En tout cas, pourtant, je suis vraiment... Tu sais que j'aime vraiment pas Tyron Woodley, là. Mais je suis pas sûr que Conor McGregor a envie de faire ça. Ouais, mais ça commence à être une mauvaise idée. Khabib, c'est pas la meilleure des idées, mais c'est jouable, là, tu sais. Tu dis Tony et le P-Style match-up, je le sais pas, peut-être, man, je comprends ce que tu dis, là, pour vrai, je suis même peut-être d'accord. Mais Tony et tout, il a la fâcheuse manie de se faire allumer, là. Tu sais, il a failli se faire knocker par Lando Vannata avant de péter Lando Vannata. Il a failli se faire knocker par Barboza. Tu sais, c'est la même histoire pour Khabib. Conor, s'il touche, ça se relève pas. C'est juste ça qui arrive. Conor, j'ai pas vu personne se relever encore. Tu comprends? Ouais, mais de toute façon, tu connais mon appréciation pour les combattants qui se font plugger avant de gagner. J'étais le number one fan de Thomas Almeida avant qu'il en perde comme 15 de suite. Ah, et d'ailleurs, le gros, là, s'il y a un moment qu'il faut qu'on se reparle, nous autres, là, c'est en novembre, avant le main event entre Korean Zombie puis Frankie Edgar, man. Ça, je pense que... ça va être difficile. Ouais, parce qu'on a aussi 2 gros gars de Korean Zombie. Ah ouais, à côté. Surtout que c'est genre, je pense que c'est Perry contre Cowboy, le co-main, en plus, ce soir-là. Ah, Perry va encore gagner, ce style. Ah, je sais, ça va être frustrant, ça. Contre Cowboy. C'est ça qui est plate, là, je fais une parenthèse, mais je trouve ça vraiment plate qu'on est rendu au stade où tu vois un combat de cowboy, tu sais qu'il va se faire tuer. Ouais, mais je pense qu'on n'est pas encore 100% rendu là, mais contre Perry, ça s'en va sûrement, là. Il va faire son Muay Thai, il va faire ce que Cowboy fait, puis à un moment donné, la main droite va arriver, puis on va dire, ah, ben, il a perdu. Ouais, pis s'il y a un gars que j'éprouverai jamais du plaisir à voir perdre, t'sais. Parce que pour vrai, c'est là, je pense, que ça commence, que les premiers fighters que j'ai vraiment trippé dessus à côté commencent à devenir de moins en moins bons. Parce que veux pas, la génération d'avant, tu sais, les Lozon, Sanchez, Jim Miller, pis tout, je les connais toutes, je les apprécie toutes, mais leur meilleur temps, c'était dans le temps que j'écoutais moins ça, man. Que j'écoutais rien que ça, genre pour les cartes à GSP, là, quand on parle de 4-5 ans, mettons, ben, plus que ça, en fait, là. Parce que je pense que j'ai commencé à écouter ça à toutes les cartes sans en manquer une après GSP contre Diaz, donc en 2013. Donc, tous les gars qui ont eu leur meilleur temps avant 2013, que justement les Miller, les Lozon, toutes, je les aime toutes, mais je suis pas autant sad, genre, de voir Diego Sanchez devenir une sous-marde que je vais l'être quand, genre, Cowboy est en train d'en devenir une, quand Jack Harry est en train de se transformer en gars vraiment crissement vieux et tout, pis, tu sais, ces gars-là, là. Ouais, c'est même des gars comme Fabricio Werdum, ouais, c'est ça, exact. Il est plus compétitif dans le top de la division, puis je comprends rien. Je suis comme, mais non, c'est encore un des meilleurs, puis tu regardes, puis non, il va croiser un Curtis Blades, puis se faire taguer au sol, puis pas se relever, puis c'est plate à voir, là. Même les gars comme Mark Hunt, que tu sais, quand j'ai commencé à le regarder, il était déjà vieux, mais ça allumait tout le monde. Mark Hunt, c'est rendu très très vieux, ça, mais il est encore capable d'en plugger un, mais tu sais, contre Lennox, il s'est fait soumettre par la fin du monde, il n'y a aucun sol, Mark Hunt. Mais ce qui m'a fait peur, c'est qu'il s'est fait plugger une couple de fois dans ce combat-là, puis il a eu l'air d'avoir un mal. Mark Hunt qui commence à avoir un mal quand il se fait frapper, ça, c'est de quoi qu'on a absolument jamais vu auparavant, là. Non, c'est ça, mais tu sais, à un moment donné, c'est le cœur qui suit plus, là. C'est plate, là, mais tu sais, maintenant, les coups, t'en as mangé beaucoup, puis tu sais, je pense ça serait... Avec tous les combattants que tu connais, tu vas en avoir... Je suis pas la meilleure personne pour en parler, mais je peux deviner qu'après un certain temps, les coups, ils font plus mal, puis le lendemain de combat au gym, il est de plus en plus lourd, puis je veux dire, les gars dans l'espace, même dans tous les sports, je veux dire, tu regardes Roy Nelson maintenant, tu sais c'est quoi Roy Nelson? Et je pense que sa dernière victoire, c'est genre contre un employé à temps partiel du Walmart, là. Ouais, c'est ça, c'était littéralement, là. La dernière fois qu'il a plugué quelqu'un, c'était Big John. Ouais, définitivement. Mais, ça, c'est sad. Mais c'est un peu comme je disais direct avec Adam hier soir, on parlait, pis
je disais, que tu ils ont parlé du combat, je disais, gros, t'as comme pas le choix, genre, d'au moins lutter assez pour être, parce qu'il dit, genre, je suis pas confortable d'amener quelqu'un au sol parce que j'ai l'impression que si je le manque, genre, je vais me gazer. Je dis, t'as pas le choix d'au moins amener ça parce que tu peux continuer à te battre comme tu te bats là en ce moment, pis tu vas sûrement faire le UFC, pis tu vas sûrement être super populaire, mais juste le fait que t'amènes de quoi d'autre à ta game, c'est genre la différence entre finir ta carrière, mettons 28-6, pis finir ta carrière 17-13, genre. 17-13, 8 défaites par KO, genre, pis ton meilleur chum c'est Dan Anderson, vous faites de la bière ensemble, genre. Adam, je le connais pas, j'ai jamais parlé encore, mais tu sais, je pense pas que dans la vie, tu commences à faire des arts martiaux pour que quand tu YouTube ton nom, tu vois des vidéos de toi qui se fait plugger par un, puis par l'autre, parce que tu sais, t'as juste pas eu un style qui t'a économisé, puis heavyweight, ça joue tellement pas grand-chose, tu sais. Il y a des gars qui ont tous les outils dans leur coffre à outils à heavyweight, on se cachera pas qu'il y en a un petit peu moins que dans 170, là. Si t'as deux grosses cordes à ton arc au lieu d'une, Chris, tu viens de step up ta game de beaucoup, là. Ça a juste besoin d'être menaçant, tu sais, sans devenir un Daniel Cormier, juste si t'es si t'as un bon power punch, puis après ça, les gars ont quand même peur que tu te couches dessus pis que t'es pendes à la Brock Lesnar, oublie ça, là, tu viens complètement de changer le game plan. Là. Ouais, mais c'est ça, pis, tu sais, c'est ça que j'essaie de dire, c'est qu'il y a juste comme peur d'aller au sol, pis il voit aucun moment où ça peut être avantageux d'aller au sol. Je dis, tu sais, aller au sol, là, ça peut juste être quand que le gars il te shoot, là, au lieu de le repousser, juste il se sprawler dans la face, te retrouver par-dessus lui à la tortue pis il crisser 2-3 à Murphy sur ses oreilles, là. Ça peut juste être ça, aller au sol, pis tu vas voir, ça va causer du dommage, là, gros, à la grosseur que t'as, si tu commences à Murphy sur un d'autre de même à terre. Pas sûr, il va se relever, là. Ouais, c'est ça, pis tu sais, le show va être bon, là. Ouais, le show va être bon, pis c'est la différence entre être un heavyweight le fun à checker pis être un heavyweight potentiellement élite. Ouais, c'est ça. La différence est pas grosse à ce poids-là, tu sais. Ouais. Non, c'est ça joue tellement pas grand-chose. Tu sais, il y en a des heavyweights, là, qui ils sont mis à juste changer une petite affaire dans leur game pis soudainement, tu reconnaissais même plus le gars, là. Ah, et genre, genre de Arlovski qui s'est réinventé 6 fois. Overeem qui est rendu un genre de distance striker. Avant, c'était genre le bully extrême, le gars qui il essayait de t'intimider, là, de te trapper dans un coin, man, pis de te body kick jusqu'à temps que tu plies. À cette heure, rendu un distance striker, c'est juste rendu compte qu'il y avait un menton de marde pis il pouvait pas être genre dans la zone. Tu peux pas jouer à ce game-là, ou tu regardes même là, on n'entend plus parler, mais le bout où Ben Rothwell s'était mis à soumettre tout le monde avec son ten finger guillotine. Ouais, c'est ça. C'était quoi ça? Mais tu sais, il l'a soumis quoi? 2-3 de suite, quand même. Ouais. Ça a marqué, là. C'est le même qui s'est rendu jusqu'à un combat contre Junior, puis après ça a pas marché, mais il serait jamais rendu là, ça avait pas été de juste cette affaire-là. Sûrement que Barnett le battait, là, sinon. Sans aucun doute, là. C'est pas le même niveau de skill trop, là, tant qu'à moi, mais bon. Tant qu'être en train de parler d'heavyweight, man, on peut parler d'un petit duel sur cette carte-là. Le Black Beast, man, en action contre Alexander Volkov. Ça va être malade. J'espère que Black Beast va arriver avec son moto en or, là, que tu m'avais montré. Ouais, son Gold T-Rex qui s'était acheté à genre 200 000 $, man. Après son premier Fight Night bonus, genre. Le gars, c'est de même, dépense son cash. Hey, c'est ça va probablement être un bon combat parce que je vois pas Volkov pas se battre avec Derek Lewis comme Ngannou l'a fait. Puis Derek Lewis, il a prouvé que si tu voulais pas te battre avec, il allait pas vraiment se battre non plus. Lui, il l'a déjà dit qu'il aimait pas vraiment ça se battre pis il faisait ça pour l'argent pis tout. Fait que si tu veux pas te battre avec, il va te regarder pendant 15 minutes pis il va collecter son paycheck, ça calisse ben raide. Mais... Ouais, pis après, il va même le dire au micro que son combat était plate. Ouais, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais, il est pas là pour faire semblant qu'il vend des tickets plus qu'il faut, là. Il va vendre des tickets avec le potentiel qui knock l'autre que dans un autre monde. Puis les gens vont quand même acheter le pay-per-view en se disant ça se peut qu'il knock. Fait que, il va, dans 50 combats, il pourrait avoir knocké personne, puis tu vas encore checker un combat de Derek Lewis en disant on va le regarder d'un coup qu'il knock. Fait que lui, sa job est faite, là, ses billets sont vendus pour tous ses combats à vie. Fait que maintenant, s'il peut ne pas se maganer, puis s'acheter 2-3 combats de suite, il va le faire, là.
Ah, ben, contre Volkov, il n'y aura pas le choix. C'est quand il n'y a pas le choix qu'il nous surprend des fois, fait que c'est pour ça que c'est un bon combat, Ouais. même si je penche quand même, tu sais, beaucoup en faveur de Volkov, là. Veux pas, Ouais. le gars mesure 34 pieds, il a genre un des plus gros reach dans la division, c'est un gros reach. boxeur de malade dans la tête, pis, tu sais, Derek Lewis, il a du gros power, mais c'est un T-Rex, là. Entre toi pis moi, là. C'est un Ouais, T-Rex, c'est là. ça. Je trouve que depuis qu'il combat aussi Lewis, c'est peut-être moins explosif qu'il a déjà été, là. Je pense que il a l'air à être plus facilement décourageable, là. Dans les derniers combats, je trouvais que, tu sais, comme tu dis, si tu vas pas te battre avec, il va pas se battre, mais je pense que si tu le touches une couple de fois, on dirait qu'il fait comme, bah, ok, ben, vous gagnerez peut-être pas à soir, puis on dirait qu'il y a plus le, tu sais, c'est plus tant que ça, Black Beast, là. C'est plus de Derek Lewis, moins de Black Beast, je trouve, depuis un certain temps. Mais il avait annoncé sa retraite, lui, après, je pense, le combat contre Mark Hunt à cause des maux de dos chroniques pis tout, pis tu sais, ça revient la hanter souvent dans ses combats pis tout, fait qu'il y a peut-être juste pas la chance, mais tu sais, c'est plate parce que justement, il a annoncé sa retraite, mais ça reste que c'est un gars qui, à cause qu'il a des gros knockouts, est très bien payé. Fait que même si probablement il a plus envie de faire ça, je pense qu'il le fait encore parce que c'est la manière qu'il a de le mieux. T'sais, on s'entend que Derek Lewis a probablement pas beaucoup de diplômes à l'école pis il a pas vraiment d'autres grands jobs à aller se trouver. Dire, c'est celui qui va aller enseigner maths à Yale, probablement pas. Là. Non, ça me surprendrait bien gros. Man. Il y a probablement une façon de faire de l'argent puis c'est de se battre. Puis la deuxième, c'est de se partir une business louche comme Anthony Rumble Johnson. Là. Tant qu'à faire pas toi, puis après ça, tu partiras sur ton T-Rex, puis tu iras faire ce que, whatever, que Derek Lewis peut bien faire à sa retraite. Peut-être une carrière de femme, parce que c'est un gars drôle. Ouais, il pourrait être un comique ou de quoi, ce gars-là. Mais nous, juste, pour vrai, genre, continuer à poster des mardes, genre, sur Instagram, pis quasiment devenir, genre, un blog de mimes, là. Littéralement, là. Le gars, c'est quasiment un blog de mimes, là, sur Instagram, là. Il vaut à peine. C'est un gars qui mérite d'être suivi, là, qui vaut à peine d'avoir Instagram pour. Il y a lui. Il y a Sage Northcutt, évidemment, si on rentrera pas là-dedans, mais c'est juste magnifique, là. Mais, ouais, il y a Sage Northcutt. La différence, c'est que Sage, lui, il sait pas qu'il est drôle, je pense. Non, c'est ça. Je sais, il y a personne qui y a dit encore, man, mais c'est pour ça qu'il il est tellement, c'est genre la naïveté même, man, il est tellement drôle, ce jeune-là, là. C'est un amour, c'est genre un chiot. Ouais. Moi, j'avais mes doutes au début, genre. Mais, je connais du monde qui l'ont rencontré, parce qu'il s'était déjà entraîné avec Georges au Tristar un peu, pis. Ouais. Je pense qu'il a roulé avec Dufort, il a roulé avec Joe Valley, notamment, pis. Ils m'ont tous dit la même affaire, le gros. Ça a pas bien été. Ça a pas bien été, ça. Non, je peux te le confirmer, ça a pas bien été pour Sage. Mais, c'est genre, thank you, sir, après toutes les, vraiment, il est de même dans le gym, sans tout le monde dans la place en arrivant. En tout cas, un autre qui a fait ça d'ailleurs au TKO, c'est Cyril Gann, là. Il est arrivé à la conférence de presse, je pense qu'il a serré la main à absolument tout le monde qui était dans la place, là. C'est genre, Chris, ben, il est vraiment à chill au moins, là, le gars, là. Ouais, mais il a l'air, là, je trouvais qu'il a l'air super respectueux, là. Il a répété, je pense, 10 fois que, ben là, pour l'instant, je sais que vous êtes pas derrière moi, mais je vais essayer que vous m'apprivoisiez, pis tout. Ouais, parce que le gars, lui, il est pas là pour, il est self-aware au moins, là. Quelqu'un, si un gars, moi, je trouve dans la vie qui a pas besoin d'insulter personne, c'est bien lui, là. Avec la performance qu'il a donnée contre le Panda, pour vrai, je capotais, là. Honnêtement, gros props à Cyril Gann. Si jamais tu vois ça à un moment donné, tu m'as impressionné beaucoup, là. Honnêtement, pas besoin de me traiter de nom pour que je serais toujours, je le vous voirais pour toujours, ce gars. Ah, mais t'es tellement chill, là, gros. Genre, ultra facile d'approche pis tout, fait que j'aurais même pas besoin. Il est vraiment cool, bon gars. Pis comme tu l'as dit là, absolument monstrueux, mais ouais, c'est pas mal ça, man. Sinon, des autres combats, je pense pas qu'on ait grand chose à dire sur Michelle Waterson contre Felice Herrig, là, pour être bien franc avec toi. Sinon, OSP contre Dominique Reyes, ça va être drôle. C'est exactement le genre de combat où OSP va se faire sévèrement exploser ou gagner par Von Flue Choke, genre. Ouais, ben, comme n'importe quel combat d'OSP, là. C'est toujours une chance sur deux qu'il fasse un Von Flue pis une chance sur deux qu'il se fasse péter. Ouais, mais je pense que c'est ça, pour le hardcore fan, là, qui check ça pour toute la carte, là, je pense que
C'est ça le petit plus que cette carte-là a, en plus d'avoir le top combat qu'on pourrait pas souhaiter d'avoir. T'as plein d'autres combats que tu doutes qu'il va sûrement avoir de quoi de drôle qui va arriver. Genre Tony Ferguson contre Pettis. C'est pauvre Tony, là, je pense pas que ça va super bien aller pour lui. Je pense qu'il y en a un qui va styler sur l'autre assez solide. OSP contre Dominique Reyes, peu importe qu'est-ce qui arrive, il va arriver de quoi. Nécessairement, il va arriver de quoi. Même affaire pour Lewis contre Volkov. Pis même si c'est un shit show. Tu sais, moi, pour vrai, Lewis contre Ngannou, là, j'ai eu du plaisir à écouter ce combat-là, là, parce que c'était tellement de la marde que j'ai apprécié la marde que c'était. Genre, j'ai eu du plaisir à être ennuyé par ce combat-là, genre, tellement que c'était de l'est. Ouais, il y a des combats de même, mais c'est souvent, tu sais, des combats entre des gars qui fassent tellement que tu dis, c'est drôle de les voir gas out, mais ça se peut quand même que tu vois un knockout, même quand les deux sont gazés, là. Tu sais, c'est pas un shit show style, Dada contre, RIP, tu vois, Jason. Kimbo Slice. Kimbo. Excuse-moi, Kimbo, t'es mort, je me souviens même pas de ton fucking nom. Mais ouais, ça, c'est un vrai shit show de chez les shit shows, mais un shit show de Derek Lewis, c'est un shit show où il va rien faire, il va peut-être knocker l'autre, comme je disais tantôt, là. C'est ça qui est drôle avec ces gars-là, c'est que tu sais que le KO Power, il est jamais bien loin. Yes. Fait que là, changeons de sujet du tout au tout. Parlons de... Là, on tombe dans un sujet où j'ai juste l'impression de savoir ce que je dis. Parlons de hockey. Écoute, ça commence là cette semaine. Là, on va être samedi. Ça va pas mal être la deuxième grosse soirée d'activité. C'est pas mal dans On va avoir joué son premier match assurément. Ouais. Malheureusement, on n'aura pas encore vu Gritty, parce qu'il fait ses débuts mardi. Mardi soir qui s'en vient. Philadelphie, première game à domicile, reçoivent Gritty. En fait, on va voir. Est-ce qu'il y a un début professionnel plus attendu dans l'histoire de la Ligue nationale que Gritty? Parce que pour vrai, je pense que j'ai vu du monde qui écoute même pas le hockey share des memes sur ce style de mascotte-là. Il a transcendé le sport, Gritty. C'est incroyable, hein, pareil. La preuve, tu sais, on vient pour parler de la saison qui s'en vient, pis c'est quoi le premier sujet qu'on aborde? C'est fucking Gritty, là. Ouais, et pour ceux qui le savent pas, écoutez, allez googler ça direct là, c'est la nouvelle mascotte des Flyers de Philadelphie, pis écoute, je ne sais pas c'est qui l'a créé, mais j'aimerais ça y parler, man, parce que tabarnouche, c'est à la fois dégueulasse, mais parfait, genre. C'est à la fois crissement laid et magnifique, là. Gritty, là, c'est un enfant de 4 ans qui essaie de dessiner Scott Hartnell. C'est complètement ça, là. Je reprends un enfant à la garderie, ils m'ont dit une photo de Scott Hartnell avec les Flyers, ils disent dessine-le. C'est lui qui a dessiné Gritty, là. C'est genre Ethan, 6 ans de la Pennsylvanie, il l'a dessiné, je suis certain. On le fait-tu pour vrai? Ouais, on le fait, go. Puis on crée ça. Fait que dans le fond, Scott Hartnell est la nouvelle mascotte de son ancienne équipe. Ben, il vient de prendre sa retraite, tu penses qu'il fait quoi maintenant? Je pense qu'il sniffe de la poudre à quelque part là, de quoi de même. Je sais pas. Ouais, mais d'après moi, il le fait dans la mascotte. Dans la mascotte, il y a un petit dispositif, genre, c'est qu'il peut se faire, c'est... Ah, peut-être même... Même côté, tu sais, la personne qui joue Gritty, je sais pas c'est qui, mais tu sais, je sais pas si t'as vu, elle a complètement embarqué dans le personnage, là. Ça fait 3 jours qu'elle existe, à peu près, elle a déjà tiré un t-shirt avec un gun à t-shirt direct dans le dos d'un dude, renversé un sac de popcorn sur quelqu'un, puis elle a menacé de mort la mascotte des pingouins, là. Genre, ce gars-là, il est attaqué, je vais all-in. C'est écœurant, man. Tu rêves-tu à un combat de mascotte entre Gritty et Spartacha? Je prendrais pas Gritty all the way, là. J'ai une grosse rivalité avec Spartacha, là. La plupart le savent probablement pas. Je l'assume complètement, là. J'ai déjà eu un feud au Canadian Tire Center avec Spartacha, la mascotte des sénateurs, puis j'ai jamais pardonné. Puis depuis ce temps-là, c'est vraiment mon némésis, là. D'ailleurs, Stéphane Patry, si tu regardes ça, là, un TKO quelconque, moi je suis prêt, là. Spartacha contre Seb Mani dans un vrai ça serait écœurant, man. Un dos dans la mascotte. Fight, là, si jamais. Gros, un dos dans la mascotte qui fait du MMA, là. Avoue, ça doit être popé, man. On a peut-être de quoi, là. on tient quelque chose. Arrête, ce Bellator va voler cette idée-là. Ouais, straight up, man. Straight up, ils vont faire des cross. Randy Couture, contre Gritty.
ils vont faire genre des cross-sports, là, la mascotte esti des Chargers de Los Angeles, man, va affronter la mascotte des Celtics de Boston. Chez les 155 livres. Puis, c'est qu'un Carl Deschaines qui est en train de m'écrire. On va voir est-ce que tu nous écris, Carl, parce que je suis en train d'enregistrer mon écran. Il me dit que Matthews avait scoré 2 buts pis Tavares 1 but. J'étais au courant, mais parlons-en, man, toi, t'es un fan assumé des Maple Leafs de Toronto. Depuis plusieurs années, là, je tiens à le dire, c'est facile de bandwagon ces Leafs maintenant, mais toi, t'es quand même un fan depuis pas mal longtemps des Leafs, fait qu'il faut te donner ton crédit. Je te dirais depuis tout ça a commencé à cause de l'amour des stats, là. Ça a commencé avec Carl Dubas quand, à comme 24 ans, il était GM des Sault Ste. Marie Greyhounds. Après ça, les Leafs l'ont engagé. Déjà, ça m'avait donné un petit boost pour eux. Puis en plus, il y avait Phil Kessel qui est littéralement mon idole. Là. Parce que regarde, je vais me déplacer. Montre-le le cadre. Mon salon, c'est littéralement Phil Kessel avec la Coupe Stanley. Là. Fait que c'est ça. Dans ce temps-là, je jouais avec les Leafs. Puis ben c'est ça. J'avais fait un move au draft de 2015. Draft dans lequel Toronto avait repêché Mitch Marner. Puis là, ça avait été la goutte qui faisait déborder le vase, parce que je me souviens bien, les Canadiens avaient repêché genre Noah Jolson quand il y avait plein de joueurs encore sur le board. Puis j'ai sauté une coche, j'ai fait de la merde maintenant pour les Leafs. Puis ben, l'année suivante, ça a vraiment été un désastre. C'était vraiment drôle, là, honnêtement. Sachant que Carl Dubas était là, qu'il y avait Nylander puis Marner dans les juniors pis dans les HL, mais il a dit de la merde, ça va être drôle, tu sais, PA Parenteau jouait 101 pis tout, pis j'ai toujours aimé ça, pis à la fin de l'année, on a repêché Austin Matthews, pis là, soudainement, depuis ce temps-là, le bandwagon continue de se remplir, là. Ouais, c'est vrai, là, mais j'ai pensé me commettre pleinement, mais là, moi, j'ai pas le choix, là, après ce qui s'est passé, avant le début de la saison, man, faut que j'y aille 100% derrière les Sharks. Cette année, j'ai pas le choix, man. On vient d'avoir un de mes joueurs de hockey préférés, man, Erik Karlsson, dans l'équipe, qui s'ajoute à Brent Burns, un autre de mes joueurs préférés, puis Joe Thornton, qui, même si c'est un Bruins dans ma tête, fait que ça va toujours rester un Bruins, tu sais, veut pas. Mais tu sais, il mérite de gagner. C'est un grand joueur, c'est un des grands joueurs de l'histoire de la Ligue, puis il mériterait de gagner une coupe, ce dude-là, avant de s'en aller, puis on sait que ce sera probablement... Ces dernières années, là, on sait pas des gars de même jusqu'à quand ça peut jouer, là. C'est pas... Ouais, c'est pas ça, mais... D'ici 3-4 ans, d'après moi, là. On devrait le voir. Ouais, pis même là, il avait ralenti l'année passée, Joe Thornton. Moi aussi, c'est un de mes joueurs préférés ever, là. Côté passeur, je pense pas qu'on va en voir beaucoup dans notre vie de même, là. À part McDavid, Crosby, puis même j'ajouterais notre chum, le nouveau Shark, c'est Erik Karlsson là-dedans, mais à part de ça, il n'y en a pas beaucoup là, dans la génération présente, peut-être un Henrik Sedin, des gars de même. D'ailleurs, cette année, petite parenthèse, première saison sans les frères Sedin, ça va être lourd. Ça va être ça va être très très lourd. Là. Aujourd'hui, justement, en ce moment, au moment où on se parle, les Canucks affrontent les Flames, puis c'est le premier match des années 2000 où est-ce qu'aucun des frères Sedin est dans l'alignement pour Vancouver. Ça fait 18 ans, là. Ah, ça, c'est une page d'histoire qui se tourne, hein. Pour vrai, c'est quelque chose... Il reste quoi à Vancouver? Ça doit faire assez pitié, là, comme équipe, ça, pour vrai. Ouais, mais tu sais, l'équipe, c'est principalement Brock Besser, puis genre, le potentiel d'Elias Pettersson, présentement, là. Dans le net, il y a aussi Thatcher Demko, qui, là, honnêtement, je serais pas hâte de prononcer à savoir s'il a fait l'équipe ou pas, mais c'est un beau prospect, là, un des beaux prospects gardiens de la Ligue. Mais c'est ça, les Canucks, là... C'est candidat pour les dernières équipes de la Ligue. Là. Il paye Erik Goodbranson très cher encore. Erik Goodbranson. C'est Jim Benning. Déjà en partant, quand ton GM c'est Jim Benning, tu sais que ton club ira pas chier loin là, en bon français. Gros Bim Jennings, man. C'est un tueur. Bim fucking Jennings. C'est un tueur. Ouais, c'est un troll. Ah ouais. Bon, ben écoute, ce que je voulais qu'on fasse, c'était juste un petit tour vite de chacune des divisions différentes. Bon, on va commencer, évidemment, avec l'Atlantique. Ouais, pas le choix. Là. Pas le choix.
C'est ça. Fait à quoi s'attendre de cette division qu'est-ce que tu t'attends, mettons, vite de chacune des équipes, puis qu'est-ce que tu penses que le classement risque d'avoir l'air à peu près, là, tu sais pas. C'est la division Atlantique, je pense que c'est la division à deux vitesses de la Ligue. T'as à la fois les super puissances de la Ligue, qui sont Toronto et Tampa Bay, puis t'as la putréfaction de la Ligue, les sénateurs cette année. C'est la pire équipe sur papier que j'ai vue depuis facilement Buffalo quand ils pensaient repêcher McDavid, puis Tim Murray s'est excusé de ne pas l'avoir repêché. Le fameux souvenir de Tim Murray qui sort devant les fans pour s'excuser d'avoir juste le deuxième pick. Maintenant, ils viennent de nommer ce deuxième pick-là capitaine hier. Mais ouais, deuxième pick qui est à la fois excellent et excessivement triste, parce que est-ce qu'il y a un meilleur joueur dans la Ligue nationale qui est toujours autant blessé que Jack Eichel? Non, sûrement pas. Mais Buffalo, pour vrai, avec l'acquisition de Jeff Skinner, évidemment, Rasmus Dahlin. Ouais, Dahlin, là, c'est ça. Le plafond est haut de son côté. Ça risque d'être Buffalo peuvent sûrement se battre proche d'une place en série. Je pense pas qu'ils vont les faire. Ce sera peut-être un peu tiré par les cheveux, quoique tout est possible. Mais c'est ça. Pour le reste de l'Atlantique, je pense que t'as peut-être Boston et Floride qui sont comme on the bubble. Là. Boston s'est fait exploser ce soir. Ça a un peu refroidi mes ardeurs. Je les avais troisième de la division. Là, je commence à me dire que peut-être les Panthers avec leur ligne de centre peuvent dépasser ça, mais n'empêche que les Bruins, c'est Patrice Bergeron, Brad Marchand, David Pastrnak. Ils vont-tu réellement dropper tant que ça quand ils ont encore DeBrusk? Je pense qu'en début de saison, c'est peut-être aussi la perte de Torrey Krug pour quelques semaines qui va faire mal parce que Krug, c'est à peu près... Tu sais, c'est drôle parce qu'on est à Montréal puis il joue à Boston, fait que c'est rare qu'il y a des joueurs qu'on sous-évalue dans notre propre division, mais je pense que Torrey Krug, c'est un gars qui reçoit pas le crédit qu'il mérite. L'année passée, tout le monde félicitait McAvoy pour sa bonne première saison, mais derrière sa bonne première saison, je pense qu'il y avait un Torrey Krug littéralement en feu qui prenait les minutes difficiles puis qui faisait paraître tout le monde autour comme des champions. Là. Il y en a trop des de même, man. À soir, là, j'étais arrivé, j'ai soupé, puis une des premières affaires que les analystes ont dit, là, c'était une affaire dans les lignes de Jordy Ben. S'il fait pas trop de gaffe, il devrait être popé cette année. J'étais là, ça va super bien aller pour nos amis canadiens. La défensive, c'est pour vrai, j'ai vu les espoirs un peu monter là par rapport au début du camp d'entraînement pour les partisans du Canadien. Je pense que le monde s'attend à une saison potable cette année. Après ce qu'ils ont vu, mettons, de Kotkaniemi, puis de même Thomas Tatar, la ligne Tatar, Dano, puis Gallagher qui avait l'air assez solide au camp. Mais écoute, moi c'est quand je check la défensive. Puis tu sais, il faut que je le dise pour le monde qui le savent pas sur le podcast ici parce qu'ils m'entendent pas souvent parler de hockey. Moi, je suis absolument un Shea Weber hater. Je veux rien savoir de lui. Mon joueur de hockey préféré dans toute la Ligue nationale, c'est Piquet Souban. C'était littéralement... Je pense que c'est une des plus grandes gaffes de l'histoire du Canadien. Au même pied qu'aller chipper Patrick Roy à Colorado pis toutes ces autres niaiseries-là qu'ils ont pu faire. La transaction Scott Gomez, etc. Mais non, je m'en remettrai jamais. Puis quand je regarde l'alignement défensif du Canadien, je me dis que tu sais, c'est vraiment... Shea Weber, leur meilleur défenseur, pis ça de loin, pis je me demande comment on va pouvoir avoir une bonne saison. Parce que Carey Price, je pense pas qu'il va gauler sur sa tête comme il a gaulé sur sa tête auparavant. Fait que, il me semble... Ouais, ben, déjà, tu sais, la performance de ce soir et mercredi était comme très rassurante du côté de Price, là. Ouais, il a montré, le gars, il l'a encore, il va toujours l'avoir, je pense qu'il est tellement square sur la puck que ça se perd pas, ces affaires-là. Maintenant, je pense aussi que l'année passée, c'est laissé emporter peut-être dans l'énergie négative, si on veut, de l'équipe. En pré-saison, il n'avait pas gagné un match où il en avait gagné un, puis déjà l'équipe puis les fans avaient l'air à terre. Je pense que Price, ça l'a pas aidé de sentir ça. Déjà cette année, on sent que l'attitude on a fait des jokes 100%. Moi, le premier avec la foutue attitude de Bergevin, mais je pense qu'on le sent déjà cette année, par contre, que c'est une équipe qui est beaucoup plus focus que l'an dernier. Déjà, juste, c'est une défense qui, sur papier, est mauvaise, là, littéralement mauvaise. Puis je veux dire, probablement que souvent, cette saison, même en pratique, elle va être mauvaise.
Mais la relance est tellement différente, ça n'a aucun sens. Là. Je regardais ça pendant la pré-saison, je regardais ça ce soir. C'est pas du tout le même système. Là. Des chips par la bande comme avec Michel Therrien, il n'y en a plus. Là. Maintenant, on reprend la rondelle, on fait une passe rapide, un breakout proche, puis on part. Puis, Montréal, ça fait des années qu'on dit ils sont rapides, mais ils jouent comme une équipe lente. Ils se ralentissent à essayer des stretch pass tout le temps, des affaires par la bande d'équipes de grinder des années 2000. Là, soudainement, ils jouent comme une vraie équipe de hockey. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui va quand même être le fun pour Montréal, c'est que s'ils continuent d'avoir cette énergie-là, puis qu'ils appliquent leur système, je pense que même s'ils pourraient finir la saison dans les dernières équipes, puis quand même avoir une saison, les fans ont plus aimé, justement parce ils se battent. Là. S'ils se battent toujours comme contre les Leafs, ça va être une belle saison, même s'ils finissent toujours par manquer juste un petit peu qui fait qu'ils gagnent pas. Mais tu dis, Calic, tu vois que si avec Schlemko puis Mike Riley puis des gars de même, ils réussissent à compétitionner avec les meilleures équipes soir après soir, même s'ils perdent, ça va être quoi, mec, il y a des vrais joueurs dans le même système puis avec le même corps. Puis même pour chez Weber, moi non plus, je suis pas un grand fan de chez Weber, je l'ai tellement ramassé dans ma vie, ça n'a aucun sens. Puis là, on parle de bien avant qu'il soit à Montréal. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui me déçoit, c'est que c'était genre notre running gag, genre d'un défenseur super overrated, qui est genre peut-être même pas un des 30 meilleurs de la ligue. Pis il se fait échanger contre un gars qu'on a tous dans notre top 5, mais que oui, il est polarizing. Là. Il y a encore bien du monde à Montréal qui va te dire « Ah non, Piqué était pas bon dans la chambre. » Pis même si probablement que tu vas demander dans la chambre à Nashville s'il l'aime, tout le monde doit le trouver bien chill pis tout. Pis c'est peut-être juste plus un problème avec le coach qu'il y avait qu'un problème avec les gars en tant que tel. Mais non, c'est ça, tu sais. Je l'ai toujours dit, moi, si la transaction avait lieu 15 minutes plus tôt pis c'était one-on-one Piqué Subban contre Taylor Hall, je la fermais ma gueule, là. Je l'aime Piqué, mais je la fermais ma gueule, mais Shea Weber, c'est une joke de la même journée, là, où Hall a été échangé pis Subban a été échangé à 5 minutes d'intervalle, mais pas un pour l'autre. Pis on riait de la trade, là. Littéralement, on était en train de rire de l'échange que les Devils venaient, le vol qu'ils sont allés commettre à Edmonton. Pis genre, 5 minutes plus tard, même pas, on broyait savoir que Marc Bergevin réussissait probablement à faire une pay trade encore. Pis... ouais, c'était intense, cette journée-là. J'essaie de l'oublier à chaque jour, là. Quand je disais que depuis 2015, j'avais commencé à prendre pour les Leafs, j'avais quand même un gros attachement pour Montréal qui est mort à 100% cette journée-là. Ouais, moi tout, pour être bien honnête avec vous, là, c'est la première fois de ma vie que l'an passé, quand j'étais allé voir une game de hockey, j'avais pas mon chandail des Canadiens sur le dos. Je te le dis. Trop de déception, man, cette équipe-là. Trop de déception, pis... J'aime bien Claude Julien, j'aime bien son système de jeu pis tout, mais pas capable d'avoir confiance en Marc Bergevin, moi. Puis oui, peut-être que ses derniers moves sont meilleurs. Puis c'est sûr que t'as l'air bien intelligent quand tu draftes un prospect qui paraît super bien de sa première saison. Pis tout, là, t'as l'air d'un génie, mais t'avais le 3e pick pareil, le gros, là, t'aurais été mal fait de manquer ta shot et tout, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, et ça aussi, le cas Kotkaniemi, c'est quelque chose qui va être vraiment intéressant à suivre cette année. Montréal, je pense que c'est la lueur d'espoir de l'équipe all-around. Pendant le camp, j'étais plus d'avis, moi, que je leur envoyais dans la Ligue américaine pour, tu sais, qu'ils prennent son temps puis tout, mais la vérité, c'est qu'il mérite. C'est plate non plus, tu sais, faut pas enterrer le talent juste pour dire qu'on veut pas le rusher, puis ça donne que, il espérait Kotkaniemi, il y a pas grand monde dans les fans qui le connaissaient plus que non, puis quelques highlights, puis là, tu le vois jouer, puis tu réalises que c'est la définition de hockey IQ, Jesperi Kotkaniemi, tout a tellement l'air facile. Il a jamais joué dans la Ligue nationale à part maintenant un match de saison régulière, puis 3 matchs pré-saison, puis il joue comme un vétéran, il sait où c'est que les gars vont être, et le système, il l'applique à la perfection. Et tu sais, je veux dire, il est déjà plus smart que tous les autres centres du Canadien, puis on compte quand même dans ces centres-là, Plekanec puis Dano, qui sont des gars qui suivent le jeu, qui sont pas des grands talents, mais Kotkaniemi, lui, c'est incroyable, il reçoit une passe, tu sais déjà qu'il sait où est-ce que ces gars vont être, il sait quel jeu va être, il va pas garder la rondelle trop longtemps pour essayer d'être highlights, mais il va pas s'en débarrasser pour juste pour dire j'ai pas fait l'erreur, regardez, j'ai plus la puck, mais
c'est ça, c'est ce que souvent les jeunes ont tendance à faire sous pression de leur coach, là, parce que je veux dire, t'es un jeune, tu joues sous, mettons, John Tortorella, va falloir que tu t'en débarrasses de la POC, même si c'est pas ça le jeu à faire, parce que c'est même que le coach va être comme, il est prêt, il se débarrasse de la POC. C'est cave, mais c'est de même. Ouais, ça va être intéressant. C'est l'affaire qui m'intrigue le plus encore là, par rapport aux Canadiens. Comme tu dis, genre la petite lueur d'espoir qui faisait peut-être que c'est avec ce joueur-là pis quelques autres éléments alentour, ça va peut-être mener de quoi quelque chose un jour, cette équipe-là. Mais encore là, faut pas que, tu sais, faut pas qu'il arrive une mini-affaire, que le monde se mette à débuzzer, qu'il ramasse le jeune quand que, tu sais, dans 1 an et demi, 2 ans, là, qu'il a même pas encore 20 ans, pis il se fait bâcher par tout le monde, pis là, il est plus bon, pis là, on veut l'échanger, pis on finit par le flipper, esti, pour la moitié de ça. Bien que, Max Domi a 2 points à soir, fait que, tu sais, je vais peut-être, tu sais, penses-tu qu'il va devenir un bon joueur, lui? Penses-tu que cette année à Montréal, ça va être un joueur productif? Max Domi, ce sera jamais un mauvais joueur, je pense. Non, je le sais, mais tu sais, genre. C'est un solide patineur, une bonne vision. C'est pas un gars qui va être un marqueur encore ce soir. Maintenant, il manquait il a essayé de prendre un lancer, c'était pathétique, là. C'est pas, il a pas un bon lancer, mais si tu le mets avec des gars qui ont des bonnes shots, ça va super bien compenser, il fait vraiment des belles passes. Tu mets ce gars-là avec un Thomas Tatar, avec un Arturi Lekonen qui ont des bons lancers, puis tout le monde va s'en foutre qu'il n'y a pas de shot, là. Il va chercher les rondelles. Je l'aime moins que Galchenyuk, je l'aime beaucoup moins que Galchenyuk. Je pense que Chucky, c'est un gars qui, là, malheureusement, il est blessé. Je pense que quand il revenait, il a des chances de faire beaucoup de buts. Puis même en jouant au centre, je m'attends à ce qu'il joue au centre de Keller assez souvent, même si Christine Forac aussi pourrait prendre ce rôle-là. Mais c'est ça. Et il l'a. C'est ce que je te dis. C'est un gars intense. C'est pas un gars qui vous... Tu sais, tu bâtis pas une équipe autour de Max Domi, là. Non, mais je pense que le monde s'attend... Tu sais, le monde s'attend à ce qu'il y ait au moins la production de Galchenyuk, mais je pense même pas que c'est possible dans sa meilleure année, tu sais. Ah non, c'est peut-être en fait passe, là, dépendamment de qui joue. Domi, c'est ce genre de gars qui va aller chercher bien des passes secondaires, comme on appelle. Tu sais, il y a quelqu'un... Il a envoyé la POC à un joueur qui a fait un beau jeu puis qui a eu un assist, puis là, Domi a eu une passe par la bande, puis c'est arrivé 10 fois au mois de janvier, puis là, soudainement, c'est rendu un gars qui a 35 assists dans sa saison. Mais je pense pas qu'il faut s'attendre à plus qu'un joueur de deuxième trio très correct, qui va rendre des bons services, puis qui va avoir une bonne attitude, fait que là, le monde va être comme, il est intense, il plaque un gars. Il va être plus aimé que Galchenyuk. Ça, j'en suis convaincu, parce que c'est un blue collar. Là. Les blue collars à Montréal, on aime ça. Aujourd'hui, j'entendais Biz de Loco Locas, une conversation complètement autre qui avait pas rapport avec le hockey. Il disait qu'au Québec, nous, ce qu'on aime, c'est pas les gagnants, c'est genre les perdants sympathiques. Mais je pense que quand tu bâtis autour de Max Domi, tu bâtis une équipe de perdants sympathiques. J'aime ça, man. Sur ça, on va passer à Métropolitaine. Ça a l'air de quoi? Métro aussi appelé l'équipe de tout le monde pourrait finir premier puis tout le monde pourrait finir dernier sauf genre, les deux équipes de New York. Tu cales quoi sur cette division-là? T'as Washington qui sont champions en titre de la Coupe. T'as Pittsburgh qui sont encore, ils ont plus beaucoup de profondeur, mais ils ont tellement de firepower. Puis Pittsburgh sont reconnus pour en inventer de la profondeur. Oh, ouais, au cours du deadline, ils inventent un joueur, ils donnent un nom. Puis il sort d'une petite machine, puis c'est rendu un gars qui va aller chercher 15 buts. Beau Bennett, genre. Non, c'est ça, Zach Aston Reese, les gars, même Dominic Simon. Les gars qui existent pas pour vrai, qui sont des créations de ton imagination, là. Après ça, Columbus, ça va être une drôle d'année. Je les ai mis premier de la division dans mes prédictions, mais on dirait que c'est bizarre, Columbus. Il y a Panarin, il y a Bobrovsky, que l'année prochaine, on ne sait pas s'ils vont encore être là. Ça se peut-tu que le GM fasse, si vous n'êtes pas pour signer, je vous ship mid-season, puis là, tous les plans viennent de foirer. Après ça, t'as Seth Jones qui est blessé pour un long moment. Mais c'est une super bonne équipe. C'est une équipe qui pourrait gagner la division puis se rendre super loin en playoff si l'équipe reste intacte jusque-là. Là. Ils sont rendus avec une bonne ligne de centre. C'est la même ligne de centre que l'année passée à laquelle ils ont greffé, j'ai oublié son nom, là, ils jouaient avec... En tout cas, tu vas chercher un nouveau centre, je suis désolé, j'ai complètement oublié c'était qui. C'est ça.
c'est les Jackets, c'est pas une équipe spectaculaire. Ce sera jamais une équipe qui va te faire lever de ton siège, mais c'est une équipe qui a une couple des meilleurs joueurs de la ligue. Tu commences par Seth Jones, qui est probablement, pour moi, c'est rendu le 3 ou 4e meilleur défenseur de la Ligue nationale. Zach Werenski, qui l'année passée a eu une petite drop, mais on se souvient toute sa saison recrue. Ça prend pas grand-chose pour retourner à ça. Et des Panarin, même s'il veut plus jouer là, c'est où qu'il veut jouer. Panarin, il veut aller jouer avec les Rangers qui sont en rebuild. C'est moi, Panarin, il a l'air du gars qui va changer de place aux ans et demi, 2 ans. Ouais, il a pas l'air super stable, mettons. Non, c'est ça. Genre, je suis allé de jouer ça, ça fait genre 6 mois, tu joues là, non, t'es fuck off, tu sais, je sais pas. Il a l'air d'un drôle de gars. Moi, dans cette division-là, tu le sais, mais moi, c'est les Hurricanes que j'espère qu'ils vont se filer une place à quelque part là-dedans, parce que ça, là, c'est une belle petite équipe. D'ailleurs, leur attaquant, un de leurs meilleurs attaquants a le luxe d'aussi être un défenseur des Islanders de New York. Fait que, tu sais... Il a pour le chiffre l'ami Sébastien Aho, il a même 2 nationalités, il est malade. Ouais, le gars, il est à la fois finlandais et suédois, pis il joue à 2 positions différentes dans 2 équipes de la même conférence. Ça se passe, mais ouais, non, j'aimerais ça que les Hurricanes réussissent à se faufiler là-dedans. C'est une belle petite équipe, ça. Belle petite équipe jeune. Je pense sérieusement qu'ils vont, cette année, je pense qu'ils le font, là. Chaque année, on dit ça, je pense, là. Mais cette année, tu regardes leur défense, je pense qu'ils sont améliorés avec la transaction avec Calgary. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment du côté de Calgary. Moi, je l'aime plus du côté de la Caroline. Je pense que Dougie Hamilton il va toujours être meilleur que Noah Hanifin, contre qui j'ai rien, là. C'est pas que j'aime pas Noah Hanifin, mais je pense que Dougie Hamilton, c'est un très bon défenseur, là. C'est pas un pied de céleri, pis c'est pas un défenseur de 2e paire, c'est une superstar que chaque équipe réussit. Tu sais, c'est une version cheap de Piqué, Dougie Hamilton, dans le sens que chaque équipe finit par s'en débarrasser en disant, il y a des affaires qu'il faisait pas, ou, tu sais, dans le fond, ce qu'il fait pas, c'est juste être le coach's player, tu sais. C'est pas un gars qui va jouer ton système à la perfection. Tu sais, il aime ça prendre des libertés, mais il le fait tellement bien. Tu sais, il va jouer avec, en ce moment, il jouerait avec Justin Falk, là, ça n'a aucun sens, là, ou sinon, il va jouer avec, il y a des Jacob Slayton, t'as Brett Pesci sur cette défense-là, t'as Trevor Van Riemsdyk, c'est une défense qui est loadée. C'est une méchante belle défensive. Sous-estimée, le monde le savent pas. Ils savent pas qu'il va arriver contre une grosse défensive de même. Tu sais, c'est une équipe qui est quand même méconnue là, du partisan moyen, mais c'est une belle petite équipe. Là. Les Hurricanes, c'est l'équipe que les gens de Québec savent pas à quel point c'est cette équipe-là qui veulent recevoir. Là. Parce que même en attaque, cette année, tu regardes les recrues qui vont être habillés sur leur top 6. Sébastien Aho, je dis les recrues, mais je dis les jeunes. Là. Sébastien Aho, t'as Tuvo Teravainen, t'as les recrues Martin Necas, puis Svechnikov Andrei de son prénom. Ça n'a aucun sens, là. T'as même Valentin Zikov, que moi, je trouve pas que c'est un assez bon patineur pour vraiment devenir une superstar, mais c'est un super bon joueur. L'année passée, je pense qu'il est quasiment point per game dans ses quelques apparitions dans la Ligue nationale. Ajoute à ça Jordan Staal qui va manger des grosses minutes et qui peut, tu sais, on dit toujours qu'il faut protéger les jeunes, c'est vrai, mais Jordan Staal, c'est ça qui sert, là. Genre, logiquement, t'as un 3e trio, genre Michael Ferland, qui est ton préféré, je le sais, Jordan Staal, puis Justin Williams, le nouveau capitaine des Hurricanes, qui va shutdown chaque équipe, puis après ça, tu shoots les jeunes. Puis allez vous gâter. C'est le même principe que Toronto avec Nazem Kadri. Pensez pas que son trio est là. Kadri finit toujours par aller chercher des points parce que c'est un des joueurs les plus underrated de la ligue, puis le monde réalise pas que c'est un Christy de bon centre. Mais son rôle à la base, ça reste de shutdown tout le monde. Puis après ça, ils mettent Austin Matthews, puis Tavares, puis ces go-là. Caroline, ils sont partis pour faire exactement la même chose. C'est ça le plan de match. Là. Ils vont donner les minutes tough à une unité de 5 très simple, Staal, Ferland, Williams, avec Slavin, Pesci en arrière. Puis après ça, ils vont embarquer Falk, Hamilton, puis 3 de leurs jeunes, puis ils vont aller démolir ton gardien. Ça, c'est genre la grosse puissance offensive qui débarque sur la glace. Là, genre Aho, Teravainen, puis Rask, mettons. Là. Tu sais, les Hurricanes, ça va être simple. S'ils font les séries, c'est parce que c'est une maudite bonne équipe. S'ils ratent les séries, c'est parce que leur gardien, leur duo gardien qui est encore Scott Darling, qui est, maintenant c'est Peter Mrazek. Là,
ils ont claim Curtis McElhinney au balotage parce que le chum Darling est blessé. J'ai pas des grosses attentes là-dessus, puis dans une division aussi forte que la métro, s'ils font pas les playoffs, je cherchais pas plus loin que ça, c'est là que ça s'est passé, c'est que Mrazek a pas fait la job, puis les deux autres non plus. Darling, là, c'est pas le genre de gars qui pourrait devenir le prochain Cam Ward, ça. Genre, être un gardien de but assez ordinaire qui va péter, genre, la performance de sa vie un moment donné dans les séries pis qui va emmener cette équipe-là pas loin de la coupe. Genre, vraiment out of nowhere pis qu'après, il va être considéré comme étant un bon numéro 1 dans la ligue, même si c'est pas tant. Ouais, ça se peut, c'est montrer qu'il est un gardien à tendance streaky. Ça se peut très bien qu'il finisse par... Tu sais, un gardien, là, à ce niveau-là, maintenant, je le dis souvent, là, les attaquants dans la ligue, il y en a 12 fois 30. Il y en a énormément. Là. Des gardiens, t'en as 2 par équipe. Pareil, t'es le 6e ou le 23e meilleur gardien. Le skill set se rapproche vraiment beaucoup un de l'autre. Là. Fait que s'il y en a un qui passe sur une séquence, il s'accroche. Tu sais, on essaie toujours de se faire croire que les gardiens, non, c'est pas des streaks pour la majorité, blablabla. Mais Michael Layton s'est rendu en finale de la coupe, puis il y a encore personne qui a réussi à me l'expliquer, celle-là. Non, c'est vrai. Devin Dubnyk a déjà joué pour le club école du Canadien et tout, fait que... Ouais, c'est ça. Tu te souviens-tu de la fois qu'Antimimi a gagné la coupe? Ok, dans l'Ouest, man, on y va avec la centrale. On commence avec la centrale. Dans la centrale aussi, je pense que c'est une lutte à 3 équipes entre Saint-Louis, Nashville puis Winnipeg. Moi, Winnipeg, c'est mon choix pour gagner la Coupe Stanley cette année. Je ressens pas nécessairement le besoin de l'expliquer pendant une demi-heure, celle-là. Non, pas Parce vraiment. que n'importe qui suit cette discussion-là, suit le hockey, puis si tu suis le hockey, tu sais que les Jets, c'est un autre animal complètement. L'année passée, ils étaient un peu green, ils sont fait sortir par Vegas. Good for Vegas. Mais là, cette année, t'as Josh Morrissey qui revient avec un nouveau contrat qui va détruire des mondes. Le Carl Connor qui a juste joué à peu près la moitié de l'année passée. Puis, tu sais, avec Scheifele puis Wheeler, ils ont spoté leur partner parfait. Ce qui leur manquait, c'était peut-être un peu de profondeur. Même avec Paul Stachny, ils n'ont pas réussi à se rendre. Là, cette année, Jack Roslovich montre qu'il est très prêt pour prendre ce rôle-là sur le 3e trio. Il peut être un des bons de la ligue s'ils réussissent à aller chercher ne serait-ce qu'un autre ailier. C'est quand ce qui te manque pour être vraiment là, une super puissance, un bon ailier sur le 3e trio, c'est que t'as une crise d'équipe. Ouais, de loin. Je vais toujours souhaiter que Nashville passe là, dans cette division-là, c'est sûr, pour mon boy Piqué, mais les Jets... Mon cœur est avec Nashville. Mon cœur est 100% avec Nashville, mais il est forcé d'admettre que Winnipeg sont peut-être rendus une équipe un peu plus complète. Un dossier qui m'intéresse aussi avec Nashville, c'est que bon, Pekka Rinne amorce la saison. Qui va la finir? Est-ce que ça va être lui ou ça va être lui aussi Saros? Ça, c'est une très bonne question parce que oui, Rinne vient d'avoir une saison formidable, mais il est sur sa dernière année de contrat. Puis on a vu avec les Pingouins, là, avec Marc-André Fleury, que des fois, quand ton gardien est sur le bord de s'en aller, puis t'as un jeune qui joue bien, c'est plus le fun de donner le net au jeune qui va te gauler pour les 10 prochaines années que pour le vétéran qui risque de s'en aller. Qui est vraiment pas si bon que ça, d'ailleurs. C'est surprenant comment que ça. C'est un gardien de but qui a profité d'une très bonne défensive pendant plusieurs années de sa carrière, parce que tabarnouche que Pekka Rinne... c'est une très bonne défense et une très belle stature, mettons. Ouais. Ah, avec un genre de Ben Bishop, tout ça. C'est tellement pas un bon goaler, ça, mais Ben Bishop. Si tu lances pas dans la partie supérieure, ça passera pas, là, le gars. Je pense que à mode papillon, il doit dépasser le net avec ses cannes. Là. C'est ça. Maintenant, les gars sont quand même agiles, là, même pour leur grosseur. Bernie, c'est un bon gardien, c'est juste qu'il est tellement imprévisible. Je le trusterais absolument pas. Yes. Dans le Pacifique, c'est-tu la division des Sharks, ça? Ouais, je pense que c'est la division des Sharks. Vegas, c'est dur de sortir de la discussion juste parce que c'est l'équipe qui vient de se rendre en finale. Ils ont perdu James Neal, puis t'ajoutes Stachny, Pacioretty. Logiquement, ton équipe est meilleure qu'elle l'était. Là. Il joue James Neal, là. Carey. C'est ouais. C'est rendu un flame, là. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Non. Mais ouais, mais tant qu'être dans le Pacifique, on peut en parler des Flames. C'est l'équipe la plus imprévisible, je pense, de la Ligue. Tu sais pas ce qui va arriver avec ça. Ils peuvent être très bons ou très poches, hein. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as Gaudreau Malade qui sont écœurants, une belle défense. Noah Neffin, je m'attends quand même qu'il step up cette année. Tu sais, ton gardien, c'est encore Mike Smith, là. Tu vas
tu fies ta saison sur le fait que Mike Smith est pas sur la saison. T'sais, Mike Smith, on sait une saison, il est bon, une saison, il est terrible. Une saison, il gagne quasiment le Vézina. Puis l'autre saison, il pourrait jouer dans East Coast, puis ce serait pas le meilleur gardien. Tu vas avoir quel Mike Smith cette saison? C'est dur à dire. Pour le reste, c'est le reste de la division. Je pense pas que c'est une division super dangereuse en dehors de San Jose puis Vegas. Je pense plus que la centrale, tu sais, même pour la centrale, tantôt on n'a pas parlé de Saint-Louis, mais les Blues, sont toujours cette année. sont toujours, on dirait, supposés de gagner puis ils gagnent jamais. Fait que c'est une équipe qu'on ride off facilement, je pense, les Blues. Toujours pas en parler, mais tu sais, on risque de faire un pause plus loin dans la saison qu'on va être comme finalement les Blues, l'équipe à battre dans la ligue. Puis je serais pas surpris. Mais pour revenir à la Pacifique, c'est ça. Les Sharks, on le sait qu'ils cherchent un deuxième centre en ce moment, puis c'est normal. Ils veulent un gars pour jouer Couture 101, d'autres qui n'ont pas encore de nom 102, puis Thornton, puis ce serait probablement ce qu'il faut pour se rendre peut-être en finale, ou en tout cas se battre pas. Là. Je pense quand même pas qu'ils sont rendus au niveau de Winnipeg. Avec la défense à San Jose, on va être gâtés toute l'année à regarder ça. Là. C'est ça qui va être beau, puis je pense qu'ils vont profiter peut-être d'une division un peu plus clémente. Tu sais, t'as des équipes qui sont reconnues comme étant traditionnellement des bonnes équipes, mais qui sont vraiment moins bonnes qu'ils les étaient. On parle de, mettons, Anaheim, LA, principalement. T'as l'Arizona qui, selon moi, du jour au lendemain, peuvent devenir bons, mais peut-être pas vraiment cette année encore. Peut-être pas encore leur année où est-ce qu'ils shine, qui apparaissent au monde comme étant la révélation. Je pense que cette année, les équipes qui pourraient être la révélation, moi, je pense que les équipes Cendrillon potentielles cette année, c'est Caroline, Philadelphie dans le métro. Là. Je pense pas que c'est Arizona, franchement. Ce serait bien surprenant, puis sinon Edmonton, c'est un constat, point d'interrogation. Moi, c'est ça. Puis moi, Edmonton, s'ils font les séries, good for them. Je m'attends encore qu'ils soient dans la cave. Là. Je sais que j'entends plein de monde dire qu'ils vont step up. Tu sais, McDavid, à quel point il peut être meilleur que l'année passée? Là. Pas beaucoup. Là. Non, il est déjà la grosse histoire, si on a trouvé son allié, ça va être Ty Ratty, calvaire. Et il y a eu un bon camp, mais attendez un peu. Là. Ty Ratty. Pour l'instant, le trio, c'est genre Ty Ratty avec McDavid. Puis il me semble que dans la nouvelle, c'était Strong. Ou quelque chose de même. Fait que tu sais, c'est pas rien de magique. Leur défensive. La défense, ils ont donné un PTO, un Professional Tryout à Jason Garrison, puis ils ont décidé de le signer. Là. Imagine à quel point ta défense va mal. Ouais, Jason Garrison, ça met le prend. Ouais, là, c'est là que tu le sais. Exactement à ce moment-là que tu le sais que ça va pas bien. Crime. Sinon, mettons que j'ai des poolers là, qui écoutent en ce moment, là, puis qui... T'as des petits choix underrated à leur donner là, pour le rendre de la fin là, du monde que le monde penseront pas à prendre, mais que ça pourrait finir très payant. T'sais. Genre, c'est qui le Zachary Werenski de cette année? Là? Moi, je pense que il est quand même attendu, mais je pense qu'Elias Peterson, c'est un gars qui va avoir tellement de glace à Vancouver qu'il est peut-être un peu plus caché par d'autres noms plus populaires, surtout dans notre région. Là, Vancouver, c'est pas une équipe qu'on voit souvent. Parce qu'un gars comme Elias Peterson, en jouant avec Brock Besser, il peut aller chercher des assists, une chier, comme on dit. Là. Sinon, un gars qui pourrait exploser cette année, il y a tellement de blessés avec les Ducks, dont lui. Là. Mais André Caché avec les Ducks, je pense qu'il est dû pour avoir une grosse saison. Sa blessure, c'est une commotion. Ça avait pas l'air d'être parti pour qu'il manque tant de temps que ça. Sinon, c'est un gars, que si vous m'amenez, vous le ramassez ses waivers quand il va revenir. Je pense que ça peut être autant Ricard Raquel l'année passée a explosé avec les Ducks. Je pense que cette année, André Caché est dû pour avoir le même genre de saison. À part de ça, qui pourrait exploser? Thomas Chabot est recru, il va avoir une demi-heure de jeu par match parce qu'il n'y a pas de défense à Ottawa. Ça peut être payant. À part de ça, moi, un gars que je prendrais en fin de ronde, parce que d'après moi, les gens vont un peu l'oublier parce qu'il est sans contrat, mais William Nylander, si t'as ça dans les dernières rondes d'un pool, t'es mort de rire. Là. Parce que quand il va revenir, c'est pas vrai qu'il va avoir la pédale au plancher pour montrer qu'il mérite son contrat, puis il va jouer avec genre Austin Matthews. C'est ça. Je pense que ça fait drôle de dire que William Nylander est un underrated pick. Ouais, non, c'est ça. Il y a une couple de vos partenaires de pool qui restent d'oublier qu'ils existent puis qui vont se faire avoir là-dessus. Sinon, en défense,
tu sais, je pense pas que c'est, dans votre pool, vous avez pas des très bons poolers s'il est pas pris, mais je pense que c'est une bonne idée de prendre Ivan Provorov assez tôt dans le draft. Là. J'ai dit comment je pense que les Flyers vont être bons cette année. Provorov joue avec Shane Gostisbehere, qui est aussi, tu sais, Gostisbehere, s'il est pas pris dans les 5 premiers défenseurs, vous dormez au gaz, là. Il y a quelqu'un qui a pas fait sa job parce que Gostisbehere, c'est une machine. L'année passée, deuxième moitié de saison, il était inarrêtable, puis là, il montre pas qu'il a envie de ralentir. Puis c'est ça, pour les poules, ce serait pas mal ça, je pense. Excellent. Sinon, quoi d'autre? On pourrait... Seattle, ça c'est pas mal confirmé, ça, là. Ouais, Seattle, ils ont passé le vote qui recommande que l'expansion ait lieu. Fait que, attendez-vous à ce que 2020-2021, les Tandems de Seattle vont voir le jour. Puis ils ont déjà annoncé que ce serait exactement les mêmes règlements d'expansion que Vegas. Fait que les règlements ont été assez avantageux pour les Golden Knights, on s'entend. Mais cette fois, je pense pas que Seattle vont avoir la game facile comme Vegas. Là. Les affaires de recevoir un choix de deuxième ronde pour prendre Marc-André Fleury, il s'en passera plus. Les équipes vont dire, regarde, prenez le joueur que vous voulez, moi je vous donne rien en plus. Parce qu'anyway, tu sais pas ce que ça va donner. Puis en plus, aussi, ils ont annoncé que Vegas serait exempté de donner un joueur à Seattle. C'est l'une des meilleures équipes de la Ligue, c'est c'est la seule qui aura pas besoin de donner aucun joueur. Là. Ouais. Ouais, c'est sûr qu'eux autres, écoute, man, moi, pour vrai, quand c'est arrivé le draft d'expansion, j'étais un peu confus, man, de voir de la manière que ça marchait, les choix qui se faisaient donner pour justement prendre des gars pis toutes ces affaires-là. Ouais. C'est sûr que ça... choix de deuxième ronde pour prendre Marchessault puis Riley Smith, là. Déjà, à base, tout le monde savait que c'était idiot, là. Il y a des GM qui ont eu l'air cave dans ce repêchage-là. Je pense que ça a fait mal à la réputation de certains GM. C'est un des pires, je trouve, ça a été Rutherford, mais il venait de gagner 2 Coupes Stanley. Fait on s'en sac. C'est pas lui qui va perdre sa job pour ça, mais quand tu y repenses, c'était qui que George McPhee allait prendre à Pittsburgh. Là. Voir comment... Je sais que j'en ai déjà parlé, je pense même que j'en avais parlé pour notre vidéo deadline l'année passée, mais pour moi, c'est encore incompréhensible qu'un GM a pu appeler Rutherford, dire « Hey, donne-moi un choix de deuxième ronde, sinon je prendrai pas Fleury. Genre, je vais prendre Tom Kuhnhackl, calvaire. » Ça allait jamais se produire. Là. Voir que Rutherford a dit « Ouais, ok, sinon il va prendre mon ailier de 4e trio au lieu de mon gardien élite. » Genre Ben Lovejoy. C'est ça. J'ai vraiment peur de perdre Carter Rowney, Chris. Exactement. Puis, écoute, oh shit, t'as peu. 20%. Mon sel est à 20%. Ça vient d'afficher ça à l'écran, mais pas de stress. Ouais, écoute, c'est sûr que c'est ça. C'était la confusion pareil parce il y a des gars, c'est sûr, il y a des GM qui avaient l'air d'avoir vraiment peur de perdre là, des morceaux qu'ils pouvaient pas protéger pis tout, mais au final, c'est ça, là, c'est comme on dirait qu'ils ont douté de l'intelligence de McPhee, pis George McPhee est quand même, je pense, démontré à travers les années, être quand même un assez bon GM, un dude assez intelligent, capable d'amener une bonne équipe sur la glace, pas peut-être d'avoir les meilleurs choix. Tant qu'il n'y a pas Martin Hirat, ça va bien finir, là, normalement. Ouais, exactement, Martin Hirat, c'est... Faut juste pas que tu offres Martin Hirat, mais c'est ça, puis... En tout cas, pour venir à la saison présente, je pense que ça va être une saison qui va être super plaisante pour les fans, même du Canadien. Là. Je vous agace souvent, mais l'équipe s'en va lentement dans la bonne direction. Si j'aurais un message pour les fans du Canadien, je pense que ce serait de ne pas sauter tout de suite. Faut pas essayer de jumpstart le processus. C'est ce que j'ai peur qui arrive cette année avec Montréal. C'est que, ils voient Kotkaniemi, ils voient une coupe de bons joueurs, ils disent, OK, finalement, là, on peut essayer de faire les séries dès cette année. Vous avez Kotkaniemi, ça va être un excellent joueur, j'en doute pas une seconde. Vous allez avoir une superstar en Kotkaniemi, mais ça en prend plus qu'un. Tu regardez les bonnes équipes, c'est pas assez. Tu peux pas avoir juste un super bon joueur, tu peux pas avoir juste un Crosby puis gagner sans Malkin. Tu peux pas avoir, regardez les Oilers, eux, ils se sont dit, OK, on a on est correct, on peut même échanger Taylor Hall qui était notre meilleur attaquant, on va aller chercher un def, c'est correct qu'on a McDavid, mais c'est ça, là on se retrouve que McDavid, sa solution miracle c'est Tyratty aussi. Et Tyratty va produire, c'est ça le pire, c'est ça le pire, c'est ça le pire. McDavid, n'importe qui produit, là. C'est quand même, ça en passant, tantôt on parlait des pools, moi Tyratty c'est pas un gars que je prendrais dans mon pool, parce que je sais que ça peut être tentant vu que je joue avec McDavid, mais
c'est pas un gars qui a été repêché par les Oilers, c'est pas un gars qui a été développé par les Oilers. Aussitôt que pendant 2 matchs, ça marchera pas, il va s'en aller. C'est pas un choix de première ronde que tu dis, lui, ils vont tout essayer pour qu'ils produisent avec. Moi, je l'essaierais bien plus. Si vous avez un late pick, là, puis vous voulez vraiment prendre un risque, prenez Jesse Puljujärvi. Lui, il a des chances de jouer avec McDavid. C'est un 4e pick overall avec une bonne shot. Éventuellement, ils vont le staple à McDavid puis dire, vous allez marcher ensemble, vous marchez pas pantoute. Puis avec McDavid, ça va marcher somehow, puis lui, il va avoir pas mal plus de laisse que le gars qui était sur un tryout puis qui a réussi à en bénéficier, là. Mais, tu sais, c'est pas tout perdu du côté des Oilers puis des Canadiens. On parle d'équipes canadiennes qui en arrachent. On pourrait aussi parler des Canucks qui sont très mauvais puis les Sénateurs qui sont un désastre. N'empêche que je pense que c'est cette année. Là, je l'ai dit, puis je l'ai dit on the record. Je pense que c'est dans la saison 2018-2019 que la Coupe revient au Canada. Finalement, là, moi, je prédis même une finale Winnipeg contre Toronto avec Winnipeg qui l'emporte. Je pense que c'est la première fois depuis 93, sérieusement, qu'il y a 2 équipes canadiennes qui ont autant des bonnes équipes, des équipes qui sont matures pour aller gagner. Oui, il n'y a aucune équipe qui est parfaite. Toronto, il leur manque un défenseur top 4. Winnipeg, peut-être un peu de profondeur en attaque, mais rendu là, ça peut être adressé très, très facilement d'ici là. C'est 2 équipes qui sont tellement en bonne position. Puis je remarque qu'on a toujours... Ça, c'est drôle. On atteint le stade où on réalise qu'on mentionne même plus Tampa Bay. Parce qu'on a juste arrêté d'y croire. Puis c'est quand même drôle parce que c'est hands down la meilleure équipe de la Ligue nationale. Tout le temps, ouais, c'est vraiment, là. Défensive absolument incroyable. Tampa Bay, je les vois comme les Capitals des dernières années ou les Sharks des quelques années d'avant. C'est l'équipe que on était tellement habitués de dire ils vont gagner puis ils gagnent pas. Puis on a arrêté de croire puis ils vont gagner la coupe. C'était sûr, genre d'ici quelques années. Mais on va juste être comme non, mais laissez faire ça, là, ça arrivera pas. Puis check bien cette année, la finale, dans le fond, ça va être Tampa Bay, Saint-Louis. Les 2 équipes qu'on a vues, c'est comme de la merde, ça arrivera juste jamais. Puis ça va arriver. Ah, puis là, au moment où on parle, Evander Kane vient de compter. Nouveau Shark, Evander Kane. Yes, sir, Evander Kane. C'est probablement mon joueur le moins préféré des Sharks. C'est un bon joueur pis tout, mais tu sais, drôle d'homme, là. Ouais, c'est pas une personnalité aimable, là. Je pense que si tu t'appelles Kane et que tu joues dans la Ligue nationale, t'as 100% de chance d'être un trou de cul en ce moment. Ouais, c'est vrai, t'as pas mal de chance. Et d'être aussi un bon joueur de hockey. Mais. Non, mais pas. Ben, c'est au niveau de la bonne personne, là, c'est là que ça a peut-être raté un peu. C'est là que ça foire. Mais ouais, sinon, y a-tu de quoi qu'on manque? Y a-tu de quoi qu'on n'a pas dit qu'il faut absolument dire? Je pense pas, à part que, tu sais, c'est la parité, là. Je pense que c'est un bon moment pour être un fan de hockey. Parce que, tu sais, bon, je suis un peu le basket aussi, puis en tant que fan de basket, je suis complètement... J'ai même pas envie de le regarder cette année parce qu'il y a une équipe qui est beaucoup trop forte pour le reste. Ce qui est le fun, c'est que ça existe pas au hockey. Puis je pense que c'est pour ça qu'il faut écouter la saison. L'année passée, je t'aurais dit l'année passée, la finale, ça va être Washington-Vegas, t'aurais pesé sur fin de la discussion, puis t'aurais dit non, je vais pas diffuser ça sérieusement, là. Fait que, croyez-y, no matter prenez quelle équipe. Je pense que c'est ça le fun de la saison, c'est que c'est 82 matchs au cours de laquelle le hockey c'est un sport où même si les coachs veulent pas l'avouer, il y a beaucoup de chance. La POC roule du bon bord, je sais pas ce qui va arriver, puis je suis en train de donner de l'espoir aux fans du Canadien, puis c'est exactement ce que je voulais pas faire. Vous croyez pas. Vous faites juste vous dire on tank, puis on va ajouter un super bon joueur, on va ajouter un Jack Hughes en avant de Kotkaniemi, puis on va aller gagner des Coupes Stanley après, là. Des fois, ça vaut la peine d'attendre l'année de plus. Regardez, justement, bon, je reprends comme exemple mes Leafs. Checker s'il avait attendu après Marner puis Nylander, qui avait dit, OK, là, on va chercher les vétérans, puis là, let's go, on dépense, puis blablabla, mais il n'y aurait pas Austin Matthews, puis il n'y aurait probablement pas John Tavares parce qu'il aurait dépensé de l'argent trop tôt. Ce serait pas une équipe plus folle qu'il faut, là. Ce serait une équipe qui fait à peine les playoffs. Fait que des fois, faut trust the process, comme ils disent les 76ers NBA. Suivez le processus, puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, des fois, perdre, c'est le fun quand tu le sais que tu t'en vas vers le coin de nice. Perdre quand tu t'attends de gagner, c'est là que c'est de la merde. Puis t'attendre de gagner quand logiquement tu ne gagneras pas, tu cours à ta perte, puis c'est là que le Canadien perd les fans, je pense. Alors, quand il essaie de promettre des choses, il écrit des chèques qu'ils sont pas capables d'encaisser.
Ouais, pis écoute, moi, j'ai pas... S'il y a une affaire que j'ai pas espoir, c'est que le monde ne va pas s'exciter pour rien à Montréal. Là, c'est la chose qui arrive tout le temps à Montréal. Je pense que c'est l'affaire qui fait qu'on aura peut-être jamais l'équipe, man, pour gagner des Coupes Stanley par-dessus Coupes Stanley comme on a pu le faire autant auparavant. C'est que le monde s'excite trop vite. Là, ça va se mettre à un peu bien aller cette année, là, puis là, le monde va partir en peur, puis le monde va exiger de la direction d'aller chercher justement des joueurs pour être compétitifs, puis tout, puis j'ai l'impression que des fois, autant Bergevin, ça ne tente pas de plier à ça, il se retrouve quasiment obligé de plier à ça. Je sais pas si c'est Jeff Molson qui est cave, je sais pas si c'est juste une mauvaise évaluation en général, mais en tout cas, tant qu'ils m'auront pas prouvé, moi, personnellement, être capable de bien gérer ça, je peux pas avoir espoir. J'ai l'impression que le bouton panique il s'est pesé vite, puis j'ai vu très peu de transactions qui ont de l'allure, pour vrai. Celle de Pacioretty est pas pire, c'est encourageant, ça, pour vrai. Mais... C'était bien, là. C'était très, très bien, fort. C'était très bien, mais c'est une des rares bonnes transactions. Ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'à date, Bergevin a montré qu'il était capable de monnayer ses joueurs. Là. Il y a eu des bonnes transactions quand il a échangé Prost. Il y a eu une bonne transaction quand il a échangé Vanek. Pas quand il a échangé Vanek, là, mais en tout cas, il est allé chercher Vanek. Je pense que pour un choix de deuxième ronde, puis Colberg, je pense que c'est un gars qui est capable de monnayer, qui est capable de négocier, qui est capable de gagner des échanges, mais qui a de la misère à monter un club avec ça. C'est une chose de dire, OK, je suis capable d'aller chercher les bons joueurs ou d'avoir un bon montant pour ce que je vends, mais c'est les hockey trades qui est pas capable de faire. Les hockey trades, ça se retrouve à être Galchenyuk contre un joueur qui est un peu moins bon que lui. Ça se retrouve à être, bon, Piqué contre chez Weber. Je pense que il est bon quand il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais pour ce qui est de monter un club pour l'instant, là, en ce moment, c'est beau, l'espoir est là parce qu'il y a un bon jeune. Là, il donne la place aux jeunes à soir. On parle encore le mercredi. J'assume que ça va être pareil pour le prochain match. Les Canesses et Osner ne jouaient pas. C'est la bonne décision. Laisse la place aux jeunes, puis les vétérans feront le backup. Ça, c'est positif, mais moi, ce que j'adore, c'est vraiment quand l'équipe va commencer à avoir des résultats, ce qui va arriver, puis c'est ça qui me fait peur avec Bergevin, c'est que je pense que puis avec le fanbase, là, je pense que le GM est à l'image du fanbase dans l'ensemble, parce que on revient à la théorie du perdant sympathique. On chasse le talent, puis on tombe en amour avec les gentils garçons. Puis, ils sont le fun, les gentils garçons, mais autant je l'aime, puis autant même c'est même rendu un assistant capitaine. Pourquoi cette année on échange? Pourquoi Montréal n'a pas décidé d'attendre au deadline puis d'échanger Paul Byron? Ouais. C'est quoi cette prolongation-là? C'est un gars qui vient de te donner 2 saisons de 20 buts, que tu aurais eu un choix de première ronde au deadline pour ton reset, puis au pire, tu le signes cet été comme Plekanec, mais on dit non, on le garde parce que c'est comme si c'était comme si c'était un joueur indispensable pour l'équipe. C'est ça, je trouve, qui ralentit l'équipe, et pourtant, c'est rien contre Byron, là. Tout le monde n'aime pas Byron, il tue des punitions, il compte 20 buts par an en jouant ça à 4, personne ne comprend comment ça se passe. Mais je pense que ça, c'est juste un petit indice qui montre que Marc Bergevin est encore tendance à tomber en amour avec des joueurs au lieu de penser au bien à long terme de l'équipe. T'sais. C'est encore une fois une mentalité de on va faire les playoffs même si on se fait sortir en 4 ans. Ouais. Hey, on va conclure ça là-dessus. Je trouve que c'est une belle phrase pour conclure ça. Toute la petite espoir qu'on avait ramené au Parti des Canadiens, on vient de leur mâcher ça là. Puis c'est correct, faut pas avoir d'espoir. C'est le seul, c'est comme tu l'as dit, c'est la seule manière d'avoir une équipe présentable. Je pense que c'est vraiment pas une année où il faut se faire des attentes. Non, c'est ça. Que ça prend un club qui va compétitionner sur la glace, là, même s'il n'y a pas de résultat. Il faut que tu vois qu'ils se battent pour gagner. Puis le premier match a donné ça. Ça continue de même, mais ayez pas peur de la défaite. C'est plate, là, mais si ça arrive une année que tu dis l'équipe a tout donné, mais ils n'ont pas gagné, que t'as pas, ils vont repêcher un joueur, puis éventuellement, le même cœur, le même dévouement avec des bons joueurs, ça mène loin. Ouais. Puis il va falloir essayer que ces bons joueurs-là, quand ils atteignent maturité, jouent encore pour le Canadien. Ouais, c'est ça. Ce serait le fun qu'ils jouent pas tous les Prédateurs. Exactement. Ou pour c'est ça, les Prédateurs, ou les Golden Knights, ou quand on a laissé partir un joueur au Totem. Au Totem, ouais. Exactement. Les Totems de Seattle. J'ai hâte de voir leur mascotte, voir si ça va rivaliser avec Greedy. Sûr que non.
Sûr que non. Fait que c'est cool, là, je te remercie Seb, super discussion, pis on va Ah, c'est sûr qu'on... merci, puis sûr qu'on... MMA Talk, tout le monde, likez la page. Yes, Meilleur groupe au Québec. thank you, man. Pis c'est sûr qu'on se rejase ça courant de l'année, là, Ouais, de hockey. C'est sûr. Fait que... Anytime, ça va me faire plaisir, puis hopefully, la prochaine fois, le panda va être là, puis je vais pouvoir le challenger, là, on est dû. Ah ouais, le gros, le panda va absolument être là prochainement, là. On le croit. On doit t'avoir panda. On a espoir. Salut.